Quand j'ai vu mes limitations en tant que développeur de marque, j'ai vu l'opportunité et du coup j'étais le premier à lancer une agence full Amazon en France. Les marques ne mesuraient pas le poids d'Amazon, enfin l'audience même d'Amazon France, là on est à 40 millions de visiteurs uniques, enfin c'est par mois, ça ne s'arrête jamais quoi. En vrai il y a assez peu d'entrepreneurs qui vendent leur boîte à un gros groupe du CAC 40, donc je pense que c'est quand même intéressant de comprendre un peu tout ce qui peut se passer. On change un peu d'univers quoi. Quand on est arrivé, je pense, de faire 200-300K de retail quand on a été vendu. En 2023, on était à 700K et l'année dernière, on a fait 3,5 quoi. Putain, ok. On était valorisé sur un multiple d'EBITDA assez standard. Hein. Et c'est quoi standard? C'est x4, x5? Plus que ça. Tu joues face à des mecs, toi tu vends ta boîte une fois par vie, tu vois, et eux, c'est leur day to day. Donc t'apprends auprès de ces personnes-là aussi. T'arrives dans des trucs juridiques, mais à un level complètement dingue. Moi je me retrouve quand même en face des patrons, tu vois, des patrons M&A, Publicis qui rachètent des boîtes à 4-5 milliards et qui m'achètent la mienne. Il manque un zéro, non, il manque 2-3 zéros là, je crois. C'est vachement du théâtre, t'arrives dans des pièces où on est 10 mecs. Moi j'ai mon avocat, et sur mon avocat, mon banquier d'affaires. Est-ce que ce serait un move de prendre des gens dans la rue? Tu prends 4-5 mètres, tu leur fais un costard en plus. Ouais, vraiment. T'arrives là-dedans. Vraiment, on est 15 les gars. Quand j'ai rencontré Guillaume il y a 6 ans et qu'il m'a parlé de son business, enfin ce qu'il faisait actuellement, je me suis dit c'est la pire idée possible parce qu'en fait on fait un peu la même chose. De certaine façon, on est un peu des collègues éloignés où il a une agence qui aide les marques à s'établir et à vendre sur Amazon. Et pour moi, ça n'avait aucun sens à deux niveaux. De un, c'est que je pensais que tu ne pouvais pas créer de vraie equity autour de ça. Pour moi, une agence, c'était un cash flow. Mais en gros, tu ne crées pas tes propres produits, donc tu avais une limitation par rapport à ça. Et l'autre truc aussi, c'est que j'ai toujours en tête, et du coup, tu pourras me confirmer si c'est vrai ou pas, mais du coup, tu as beaucoup de gens, beaucoup d'emmerdes, et à la fin, assez peu de marge. Et donc, je me suis dit, une agence, ça n'a jamais fonctionné. Et là, et du coup, après, j'ai été surpris quand j'ai vu la nouvelle sur LinkedIn que tu avais vendu ton agence à Publicis, qui est donc la plus grosse agence pub de France et une des plus grosses au monde, je pense. Numéro 1 mondial, ouais. Numéro 1 mondial, ouais. Donc, c'est très gros. Et donc, je m'étais trompé. C'était une bonne idée au final. Donc, est-ce que tu peux nous dire en plus ton parcours, comment t'en es arrivé là et ainsi de suite? Ouais, avec plaisir. Bonjour monsieur, ravi d'être parmi vous. Mon parcours, moi j'ai un parcours très, comment je peux dire, école de commerce un peu standard et j'ai toujours bossé dans l'univers digital, e-commerce. Donc je suis passé par, comme tout Bordelais qui se respecte, je suis passé par Cdiscount, à l'époque où Cdiscount étaient les rois de France. Ça n'a pas duré malheureusement très longtemps après. J'ai bossé en start-up, j'ai bossé chez Google. Et je sais pas si on en parle après, mais c'est pendant que j'étais chez Google, j'avais des copains à moi qui commençaient à monter des petits business depuis la Thaïlande, depuis l'Asie, à révolutionner le monde, à vendre des couteaux, des salières, des poivrières, des trucs un peu plus tech aussi. Et puis je me suis dit, tiens, c'est rigolo. Donc je me suis inspiré de ces personnes-là. Je sais pas, peut-être que vous en connaissez, peut-être non. Mais il souhaite rester confidentiel. On a un ami en commun, mais ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et notamment une personne qui avait lancé un petit podcast que j'avais écouté à l'époque. Donc à la base, je me suis lancé pour avoir la même carrière que toi, Paul, et puis ça a merdé au milieu. Surtout, je me suis rendu compte que... Non, du coup, j'avais monté, à la base, quand j'en suis arrivé à monter l'agence Bison, j'avais monté une marque absolument révolutionnaire d'ustensiles de cuisine. Que j'avais bien brandé, voilà. Et du coup, quand je rentrais de Google le soir, je jouais au marchand chez moi. Et puis, ça a quand même pas mal, ça a décollé assez vite. Et puis, je cherchais des gens pour m'aider, donc des free, agences, etc. Et puis, je me suis rendu compte que ça n'existait pas. Donc, quand j'ai vu mes limitations en tant que développeur de marque, j'ai vu l'opportunité. Et du coup, j'étais le premier à lancer une agence full Amazon en France. Et j'imagine que le pitch, il était assez obvious dans le sens, peut-être pas, c'était pas si facile que ça à convaincre de venir sur Amazon, mais au moins tu pouvais montrer un ROI assez immédiat en fait. C'était une marque qui est pas sur Amazon ou qui le gère très mal. Dans le mois qui suit, en fait, tu peux faire monter ses ventes et tu peux montrer un ROI. Mais peut-être que ce qui était compliqué, tu me diras, c'était peut-être l'aspect que beaucoup de marques voulaient pas être sur Amazon, surtout à l'époque. C'était quoi un peu ton pitch à l'époque et c'était quoi les difficultés que tu as rencontrées À l'époque, en fait, c'est marrant maintenant avec le recul de se dire ça parce que déjà j'avais l'impression à l'époque qu'Amazon dominait largement et que c'était déjà le rouleau compresseur. C'était un petit peu le cas, mais quand on voit ce que c'est devenu maintenant, finalement, c'était incomparable. Donc ouais, moi je suis arrivé avec un discours assez bourré en disant écoutez, parce qu'en fait j'ai été le seul à me positionner 100% Amazon, c'est-à-dire que mon discours c'était de dire confiez-moi Amazon, toutes les autres marketplaces je m'en fous, de toute façon c'est Amazon qui va tout prendre, enfin l'avenir m'a donné, enfin le futur m'a donné raison. Donc on s'est positionné comme ça, sauf que c'est bien beau, enfin c'est un discours de dire on est les meilleurs sur ce site-là, mais la réalité c'est qu'il y a beaucoup de choses à maîtriser.
T'es bien placé pour le savoir. Donc on a réussi à exister dans notre positionnement marketing et surtout à arriver à délivrer la promesse, ce qui est quand même le plus compliqué, surtout quand tu es une agence où tu as tendance à survendre ta presta. Donc c'est un peu comme ça qu'on s'est construit. On a grossi très vite et au bout de 2 ans, je crois qu'on était déjà une 25-30 personnes. Donc tout de suite, on a structuré une agence avec suffisamment de talent et d'expertise pour être capable d'être bon sur tous les sujets. Parce qu'en fait, quand tu te positionnes sur le sujet Amazon, tu es questionné sur des trucs. Parce que du coup, tu proposais Enfin, quoi comme prestation? C'était vraiment tout inclus en fait. Tu gères tout pour eux, sur Ouais. partie Amazon. En gros, mes prestats, même actuellement, ça a évolué dans le temps, mais ça reste un petit peu quand même, les fondamentaux sont les mêmes. La première, en fait, quand un client il arrive chez moi, il a un espèce de parcours un peu imposé. Donc, premier step, c'est toute la partie strat, consulting. Donc, tous les clients, quels qu'ils soient, que ce soit une petite PME ou L'Oréal, ils passent par cette phase-là. Donc, on va structurer, analyser et être sûr de ne pas trop faire tourner. Ça nous donne un peu le plan d'attaque pour dérouler derrière, par pays, par catégorie de produits. Enfin, c'est assez dense. Ensuite, on a toute la partie content. Donc ça, c'est un tiers de mon business. Donc bon, tout ce qui est évidemment SEO, visuel, image, brand store, etc. Et ensuite, la colonne vertébrale de notre taf, c'est toute la partie accompagnement. Donc là, on a 3 modèles. On a tout ce qu'on appelle nos retail operations, donc c'est piloter le compte. Mhm. En gros, j'aime bien le dire comme ça, parce que ça parle aux gens, on est des super chefs de rayon. Mhm. Ouais, Donc voilà, distributeur. on pilote un petit peu tout ce qui Et touche de ça, près c'est ou de toujours loin fait au au nom de business. l'entreprise ou ça peut être fait en votre nom? Non, c'est au nom de l'entreprise. Alors, j'y arrive. D'abord, Retail Hub, donc là, on pilote les comptes de nos clients sur tous les formats, que ce soit vendeur central ou seller central. Je sais pas s'il faut qu'on explique ou j'imagine peut-être l'audience connaît un peu le. C'est leur centrale, en fait, c'est vous qui vendez directement aux clients et vous passez par Amazon. Et vendeur central, vous vendez directement à Amazon qui ensuite vend aux clients. Exactement. La vendeur centrale, en gros, là, c'est le modèle comme si tu vendais à Auchan ou à Leclerc, quoi. Donc, nous, on s'intègre dans tous les cas de figure. Ensuite, dans les formats accompagnement, on a tout ce qui est retail média, donc qui devient évidemment un business colossal. Et notre particularité aussi chez Bison, c'est qu'en fait, on est également distributeur. Donc ça, la petite histoire, c'est que j'ai gardé mes boutiques de ma vie d'avant et on est capable, en gros, d'opérer la distribution pour le compte de nos clients. Donc en seller central, partout sur Terre, en gros, donc principalement Europe et Amérique du Nord. Et là, le gros avantage pour les marques, c'est qu'elles sont capables d'avoir tous les, euh, tous les points positifs de seller central, c'est-à-dire la maîtrise du prix, sans les contraintes de facturer Madame Michu à coût de 30 euros et surtout tout le pilotage de la TVA qui est, comme tu le sais, est un petit peu complexe. Oui, parce que c'est un truc important. Beaucoup de marques, en fait, se battaient un peu contre le fait de se retrouver sur Amazon par des revendeurs. Parce que du coup, ils contrôlaient plus les prix. Ils contrôlaient plus leur listing. Et en fait, du coup, que ce soit l'image de marque, même en termes de cohérence de prix par rapport aux retailers, tout volait un peu en éclat. Donc, c'est pour ça que beaucoup de marques se battaient beaucoup. Je pense que c'était plus dans les années 2015, 2000, jusqu'à peut-être 2020, contre le fait d'être sur Amazon. Et après, je pense qu'il y a une sorte d'acceptation qui s'est créée où les marques ont compris qu'en fait, il fallait y être quoi qu'il arrive, quoi. Est-ce que tu as senti un point de bascule ou c'était plus graduel que Ouais, ça? ça a toujours été. Le truc, c'est qu'au début, les marques, pendant très longtemps, ne mesuraient pas le poids d'Amazon. C'est-à-dire qu'Amazon, dans l'absolu, c'est un canal de vente colossal, mais c'est aussi un canal marketing absolument stratosphérique. Et moi, j'ai assisté. Alors, depuis quelques années, puis le Covid a changé un petit peu la donne, mais les gens ne mesuraient pas le poids. C'est-à-dire que dans plein de catégories, typiquement sur de la tech, si tu as 3 étoiles sur Amazon, tu vends plus rien chez Darty, quoi. Et ça, c'est quelque chose, nous, qu'on martelait évidemment, parce que c'est évidemment pour vendre notre soupe, mais surtout parce que c'est une réalité. Et les marques ont pris conscience de ça un peu tard, je trouve. On est toujours confronté encore à des marques qui regardent ça un peu de haut ou qui ne mesurent pas en fait l'audience. On se rend pas compte en fait. Enfin, l'audience même d'Amazon France, même moi, chaque fois que je vois les chiffres, on se dit mais ça va s'arrêter où en fait? Là, on est à 40 millions de visiteurs uniques. Enfin, c'est par mois, ça ne s'arrête jamais quoi. De monter. Effectivement, et du coup, tu peux perdre sur deux plans pour les marques. Tu perds sur les recherches de marques, où les gens ne te trouveront pas sur Amazon et ils ont la flemme d'aller sur ton site, ils ont la flemme d'aller en magasin, donc ils vont acheter l'alternative. Donc ça, c'est un truc énorme en fait, parce que les grosses marques sont quand même beaucoup recherchées. Et après aussi les termes génériques, où potentiellement ces marques peuvent très bien se positionner. Si par exemple Bic est pas sur Amazon, en l'occurrence ils perdraient beaucoup de ventes sur la simple recherche stylo quoi. Parce qu'en fait, Ouais. stylo, il domine quand même quoi. Exactement. Moi, je peux t'en parler, c'est des pires.
C'est client? Ah, Incroyable. j'ai peut-être pas le droit de le dire, merde. Est-ce que tu peux name drop quelques clients? T'as dit L'Oréal déjà? Tu l'as glissé discrètement. Alors attends, je sais plus ce que je peux dire. Tout ce qui est sur mon site, j'ai le droit de le Ok. dire. Donc, On vérifie le contrat. ouais, Au pire, on pourra L'Oréal, couper après. c'est pas un scoop. Non, mais en vrai, je fais gaffe parce que j'ai tendance à te reparler. Et je signe tellement de NDA toute la journée que voilà. Ouais, donc L'Oréal, qu'est-ce qu'on a de connu? Ah si, Big, je peux le dire, ils sont sur le site. Michel Augustin, Nestlé, dans le plus petit. Plus petit, non. J'ai ADO, le groupe Millier. WD-40, Bandai ont joué, BAFAR, SIG. Enfin, on est vraiment présent sur quasiment toutes les verticales. Ouais. Est-ce que vous êtes les plus gros actuellement en agence Amazon? En France, oui, de loin. Ok. En Europe, on fait partie des plus gros. Mais il y a quand même des gros acteurs au UK, en Allemagne, qui sont plus gros que nous. Ouais. Et D'accord. quand tu as commencé l'agence, toi, ton rôle, c'était quoi? Tu faisais beaucoup de ventes? Quand j'ai commencé l'agence, ouais, j'étais quand même très, très proche des équipes commerciales. En fait, j'ai eu la chance de trouver très vite mes 3 lieutenants qui sont des pépites absolues et qui ont pris en charge le BizDev, tout le back-office, donc mon CEO, et puis j'ai eu mon CTO qui arrive juste après. Donc c'est aussi pour ça qu'on a réussi à structurer assez vite une agence qui a grandi vite. Et moi, j'étais... ouais, évidemment, de toute façon, au début, quand tu montes une boîte, il faut suivre l'argent. Donc tu te focuses sur la partie signature. Et ensuite, quand l'agence a grandi, j'ai plutôt opéré tout ce qui était support et un peu développement, enfin un peu super chef d'orchestre. Mais j'avais vraiment en direct toute la partie finance, market et je suis resté très proche quand même des bizdev. Et j'éteins les incendies évidemment parce que c'est comme ça notre métier à la base. Paul, tu as noté dans le doc que tu avais visité les bureaux de Guillaume. Bah, je pense qu'on peut en parler d'ailleurs maintenant, un peu la culture d'entreprise, parce que tu l'as souligné comme un truc très important dans le doc de préparation. Et en fait, moi, j'avais une expérience intéressante, parce que quand j'étais venu à Paris, j'avais visité 4 bureaux différents en l'espace de 4-5 heures, quoi. Et j'étais passé, donc je me souviens très bien, j'étais passé d'abord des bureaux de Fnac Darty, où c'est des bureaux sérieux, mais un peu, toi, tu sens que les gens sont un peu déprimés, toi. Ils sont un peu défoncés par Amazon. Ils passent leur journée à essayer de mettre la pression aux fournisseurs, ce qui n'est pas non plus le job le plus agréable au monde. Je dirais que la moyenne d'âge, c'est vraiment. Ouais, donc, en gros, t'as l'impression que plus de la moitié des gens ont entre 40 et 50 ans, tu vois. Donc, pas jeune, pas vieux non plus, mais un peu d'entre deux. Et aussi, j'avais le sentiment de bureau très étriqué aussi. En fait, il n'y a pas beaucoup de place, tu vois, tout est un peu fermé, coincé. Ensuite, j'étais allé voir mon préféré. C'était un distributeur à l'époque qui devait du coup nous faire entrer dans les magasins Fnac, Darty et autres. Et eux, quand j'étais arrivé, j'ai directement compris, putain, on a fait le mauvais choix parce qu'en fait, tu rentres et tu vois. Déjà, la moyenne d'âge, c'est 50 ans ou plus. Et surtout, ce qui m'a marqué, c'est que la moitié des gens avaient encore une souris. C'est les souris avec les petites boules en dessous qui roulent là. Tu vois de quoi je parle? Les souris à boules. Celle qu'il faut nettoyer 2 fois par an parce qu'il y a trop de poussière dedans. C'est ça, il y a trop de poussière. Et tu voyais les gens qui tapaient, tu sais, à 2 doigts au clavier, tu vois. Et je disais, oh putain, ça va être compliqué. En plus, dans une zone industrielle, tu vois, un truc un peu. Tu sentais que payer le chauffage, c'était 1 jour sur 2. Donc c'était un truc encore différent. Amazon, tu rentres vraiment dans un truc où tout le monde est jeune, tout le monde est dynamique, tout le monde est smart. T'as des assez grands open space avec plein de comment dire, de salles de réunion vitrées, donc tout est ouvert. Et tu sentais qu'effectivement, en fait, ils récupèrent, je sais pas c'est quoi le taux, mais c'est assez absurde. Quasiment tout le staff là-bas, j'ai l'impression, dans les headquarters en France, c'est des gens qui sortent d'école de commerce il y a 3-4 ans, quoi. J'ai l'impression que c'est quasiment que ça. Euh, et après, Bison, t'arrives, de souvenir, t'avais un sac de frappe à l'entrée. Je crois que t'avais un truc comme ça. Je vois un mec qui passe devant qui portait un. C'était quoi le truc des Indiens là? On appelle ça comment? Le truc que tu Ouais, mets la sur la coiffe tête. d'Indien, ouais. Ça, qui passe Ouais, devant la moi comme coiffe, ouais. ça. Ouais, Et donc, t'avais un côté un peu. Après, je suis pas resté très longtemps. On est passé en coup de vent, donc j'ai pas eu le temps de voir un peu la ouais. comment ça travaille. Mais tu sentais que c'était un côté un peu déconne. Et presque, ça faisait presque penser un peu à une coloc étudiante ou un BDE d'école de commerce. C'était un peu dans cette ambiance-là, quoi. Et donc, c'est fou en quel point, en quelques minutes, tu peux un peu sentir l'esprit d'une boîte assez rapidement. Et donc, justement, j'ai l'impression que c'est un truc qui a été vraiment voulu de ta part. Comment t'en es arrivé là? Et pourquoi tu penses que ça a joué un rôle aussi important dans le succès de Bison? La culture, bah déjà, je me suis dit, enfin, franchement, tu montes une boîte, je me suis dit, déjà, cette boîte, je veux qu'elle me ressemble. Donc, déjà, moi, ça me prend trop d'efforts pour ne pas être moi-même. Donc, en fait, bah, tu vois, je vais imposer mon style et puis ça va être à tous les autres de s'adapter, en fait, puisque c'est ma boîte.
Donc déjà, ça donne, enfin, c'est con à dire, mais ça change un petit peu la suite. Parce que ça crée les bases enfin, les fondations d'une boîte qui te ressemble avec tes valeurs à toi. Et après, les gens s'inscrivent dedans ou pas, mais en tout cas, Ça filtre aussi les gens à l'entrée, en fait. exactement, tu sais que ça te ressemble. Et puis après, je me suis dit, bah, moi, je veux. Enfin, bon, le côté jeune, enfin, je sais pas si ça se décide, c'est qu'en fait, on est dans un univers de toute façon qui fait qu'on embauche des jeunes et de toute façon, qu'on n'avait pas les moyens d'embaucher des plus vieux. Donc, tu prends des jeunes. Et puis après, l'idée, c'est de se dire, bah, les gens, ils bossent à fond, on va leur construire un environnement où ça kiffe, où ils sont contents de venir, quoi. Moi, je me disais, je veux que mes gars, quand ils viennent le matin, ils aient la niaque, ils aient envie de venir, ils soient contents de venir au boulot. Donc, on a toujours eu des bureaux. Donc, toi, tu as vu nos bureaux. On avait un hôtel particulier dans le 16e qu'on partageait avec mes anciens associés. Et après, on a eu pendant très longtemps des bureaux à Clichy, pas loin du siège d'Amazon France, où là, ça a été vraiment notre headquarter. On avait 800 mètres carrés, on avait les chiens autorisés, on avait... Enfin, voilà, c'était un peu j'allais dire la maison du bonheur, maintenant un vrai plateau très très cool avec plein de rituels en fait qu'on a mis en place. Donc sur les plumes, les coiffes d'indiens, on fête les bisons versaires, donc tous les ans on fête l'anniversaire, enfin l'ancienneté des personnes. Tous les vendredis pendant 8 ans, il y avait l'apéro. Faut pas trop le prôner parce que c'est pas très vertueux, mais la réalité c'est que ça crée du lien, ça crée des amitiés, ça crée plus de connivence. Et la réalité, c'est que ça aide la boîte à prospérer, en fait, parce que les gens, ils règlent aussi les problèmes du boulot autour d'une bière le vendredi. Donc ça, c'est un truc que j'avais piqué à Google, qui organise des apéros tous les vendredis dans tous ces bureaux partout sur Terre. Donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça que j'avais piqué dans mes expériences précédentes en me disant, mais en fait, moi, je veux que cette boîte, elle soit cool. Et en fait, la culture, c'est tous ces petits éléments-là que tu mets un peu partout. Mais je pense que le lien, c'est juste de considérer que le bonheur de tes salariés, en fait, apporte de la valeur à ce qu'ils font et du coup à ce que la boîte produit, quoi. La culture a changé après avoir vendu? Ouais, là, c'est un vrai sujet maintenant. Alors, c'est marrant parce que Publicis, bon, évidemment, on arrive dans un monde hyper différent, hein. C'est 120 000 salariés, donc c'est pas le même truc, mais c'est une boîte, évidemment, qui est très, très, très sensible enfin, aux marques, évidemment, donc ils comprennent ça, ils ont valorisé ça aussi, et ils sont conscients qu'il faut pas l'abîmer parce que ça fait partie aussi de notre force. Donc, ça fait partie des sujets qu'on a maintenant. Bah, surtout que maintenant, je suis dans la phase où je vais bientôt laisser la main. Il faut ouais, être vigilant pour pas perdre cette partie-là, mais tu peux pas tout avoir. À un moment, c'est une autre dynamique aussi. Et puis toute la partie enfin, culture, c'est aussi un storytelling, c'est aussi une histoire, c'est aussi une croissance. Enfin, il y a des moments de la vie d'une boîte où on a grossi très fort pendant 7-8 ans. Bon, ça peut pas durer 30 ans comme ça, quoi. Donc à un moment, ça ralentit et t'as plus les mêmes objectifs, et t'as plus les mêmes gens, et puis les gens vieillissent, et puis moi, je suis pas là tous les vendredis non plus. Enfin, tu vois, c'est le chemin un peu normal d'une boîte qui évolue, quoi. Il s'est passé combien de temps entre la création de l'agence et la vente? Alors, la vente, elle a eu lieu en décembre 2022, et j'ai lancé la boîte en avril 2017. Donc, ça doit faire 5 ans et demi. Donc, ça a été assez vite. Et ensuite, il y a une phase là d'accompagnement, enfin d'earn-out, enfin tout le process un peu standard de vente de boîte qui se termine maintenant. Et à quel point est-ce que tu parlais un peu du deal en tant que tel, et la structure, les chiffres? Est-ce que tu as des trucs que tu peux donner ou pas grand-chose? Les chiffres, je peux pas les donner. Le process, si, je peux en parler. Puis en vrai, c'est aussi pour ça que j'ai accepté votre invitation. Je pense que c'est intéressant d'en parler parce que en vrai, il y a assez peu d'entrepreneurs qui vendent des boîtes enfin, qui vendent leur boîte à un gros groupe du CAC 40. Donc je pense que c'est quand même intéressant de comprendre un peu ouais, de tout ce qui peut se passer, quoi, parce qu'on change un peu d'univers, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, ouais, qu'est-ce que je peux vous raconter là-dessus? Qu'est-ce que vous voulez Notamment, savoir? un truc qui est souvent dit au niveau des agences, c'est qu'il y a beaucoup d'earn-out. Tu as mentionné l'earn-out récemment. En termes de structure, même si tu donnes pas les chiffres exacts de ce que toi tu as récupéré, c'est intéressant de comprendre combien de temps est-ce qu'ils voulaient que tu restes, quel pourcentage de ta rémunération était versé sur le temps, quel pourcentage était lié à des métriques, ce genre de trucs. C'est intéressant en termes de la structure que tu as pu avoir sur une vente d'agence. Moi, ce qui est important de noter, c'est que
la boîte était en hyper croissance, ne gagnait pas beaucoup d'argent. Donc, on était grosso modo, enfin, à quelques centaines de cas près, mais on était pas loin de l'équilibre, quoi. En tout cas, on n'était pas une boîte qui crachait, puisque tous les ans, on augmentait on finançait la croissance. Et moi, je savais depuis longtemps qu'en fait, il y avait quand même un plafond de verre qu'on pourrait pas péter tout seul. C'est-à-dire qu'à un moment, le game en agence, c'est d'aller bosser avec les top marques. C'est quand même là où tu gagnes ta vie. Nous, on était rentable sur les SMB, mais maintenant, voilà, le big game, c'est quand même les grandes marques. Et ce jeu-là, il est tenu par les top, par les big six. Et si t'es pas dedans, tu joues pas, quoi. Donc, il y a ce truc-là. Il y avait aussi l'international où c'est quand même hyper casse-gueule d'y aller solo quand t'es une petite agence. Donc pourquoi je dis ça, je reviens à ta question, mais c'est que, enfin, voilà, moi, je savais que j'avais quand même ce besoin de m'adosser à une plus grosse structure pour aller plus vite. Donc, le mécanisme du deal sur lequel on était d'accord, c'était qu'on prenait un peu notre risque tous les deux et qu'on allait chercher de la croissance et de la renta à horizon de 3 ans et que le gros de la valeur que moi, en tant qu'entrepreneur, j'allais chercher allait se jouer sur cette partie-là. Donc, en gros, pour résumer, j'avais vendu ma boîte en 2 fois. Donc, une partie que j'ai valorisée sur des métriques qu'on avait définies à l'époque et une autre partie sur les résultats futurs. Donc, typiquement sur l'année dernière et cette année. Et qu'on allait chercher ensemble, en fait. Donc, on était un peu dans le même bateau, mais j'étais quand même full risque sur cette partie-là. Donc il fallait dérouler, quoi. Et ça s'est bien passé ou pas? C'est cette question. Ça s'est très, très bien passé. Ok, super. Ouais, on a fait. Enfin, là, pour le coup, les chiffres de nos. Enfin, en gros, on était valorisé sur un multiple d'EBITDA assez standard. Hein. Et on a fait. Et c'est quoi standard? C'est x4, x5? Un peu plus que ça. Plus que ça pour une agence, d'accord. Ouais, multiple d'agence, c'était entre 6 et 10, quoi. Ok, pas mal. En gros. Ok, j'aurais pas pensé. Donc voilà, on était dans ces eaux-là. Et ouais, quand on est arrivé, enfin si je peux le dire, je crois que c'est sur Papers, donc quand on est arrivé, je pense, de faire 200-300K de résultats nets quand on a été vendu. En 2023, donc l'année un peu des synergies, on était à 700K et l'année dernière, on a fait 3,5, quoi. Putain, ok. Donc c'est ouais, c'est comment vraiment. Tu expliques c'est justement l'accès au gros compte d'un coup. Est-ce que c'est ça qui a fait la différence? Bah alors il y a ça, mais finalement ça représente pas le gros, ça doit représenter 10% de notre bise ou 15% en fait de vraiment ce que nous a apporté Publicis, enfin ou ce qu'on a été chercher avec eux. Mais ce qui est intéressant, c'est que enfin pareil, c'est en comprenant après les décisions que j'ai prises pendant toute la période de négo, enfin toute la période de la vente, en fait tu te rends compte avec ton banquier d'affaires que toutes les conneries que tu as faites, tu te rends compte des problèmes de ta structure, enfin voilà, de tout un tas d'éléments. Donc j'ai corrigé plein de choses à ce moment-là. J'ai pris des décisions assez radicales, assez même dures pour les équipes. Et en fait, ça a payé, quoi. C'est-à-dire que 2 ans après, tu te rends compte que... c'est fou, hein, de passer en 2 ans sans un truc vraiment externe en tant que tel, 200K à 3,5 millions, ça n'a rien à voir, quoi. Ouais, c'est stratosphérique. Honnêtement, c'est le double de mes rêves les plus fous, quoi. Donc c'est... Du coup, c'est quoi ces décisions clés qui ont mené à ça? L'entrepreneuriat, c'est un marathon, donc c'est surtout faire en sorte que ce que tu fais bien, tu arrives à le faire perdurer et continuer à apporter de la valeur à tes clients. Donc nous, ça a été notre focus et comment on arrive à croître. C'est facile dans le business, mais comment tu arrives à croître sans perdre en qualité, c'est ça qui est plus compliqué. Donc pendant des années, on a toujours été un petit peu entre les deux. Et finalement, on a réussi à tenir ça. Donc, à un moment, et c'est toujours le cas, hein, mais depuis 3 ans, en fait, historiquement, on perdait pas beaucoup de clients. On avait un churn hyper bas, mais on a vraiment optimisé ça à fond. C'est-à-dire qu'un client, quand il rentre chez nous, il reste chez nous plusieurs années. Et on a réussi à le faire sur des grands comptes et être toujours hyper dynamique sur l'acquisition. Donc à un moment, c'est une accumulation, en fait. Ouais, tout qui s'imbrique et sans que vos coûts montent, peut-être parce que justement, ce qu'on parle souvent des agences, c'est que les coûts montent quasiment aussi vite que les revenus. Vous, peut-être que vous avez réussi à maîtriser un peu plus ça en termes de ouais, c'est ça. C'est comment tu optimises. Moi, j'ai créé aussi une culture au sein de l'agence très orientée perf. Tout le monde est incentivé sur les résultats qu'il arrive à sortir sur son portefeuille client. Donc, c'est une vraie religion interne qui surprend parfois, mais en tout cas, ça fonctionne. C'est très, enfin,
ouais, c'est vraiment une espèce de mantra interne. On dit, nous, en fait, on est là pour faire gagner de l'argent à nos clients. Et puis, bah, vous allez. Enfin, mon plan, c'était d'aligner les intérêts de mes AM, de mes consultants, avec ceux de leurs clients, quoi. Donc, quand tout le monde est aligné, à un moment, tout le monde tire dans la même direction et ça avance, quoi. Et vous prenez quoi comme métrique principale? Les profits générés par les clients sur Amazon, les revenus générés, la croissance? C'est quelque chose de précis Ouais, ou on a ça dépend du différents client? formats d'accompagnement. Historiquement, on avait des formats d'accompagnement à la performance. Donc, en gros, plus notre client performe, plus on gagne notre vie. C'est un modèle qui a un peu évolué dans le temps. Donc, maintenant, on se rapproche plus de modèles au TGH. Et sur la partie média, c'est assez standard. C'est du pourcentage du billing opéré. Donc, D'accord. Et est-ce que c'est c'est toi qui allais chercher Publicis ou ils sont venus vers toi? Comment ça s'est passé un peu pour justement que ça soit une discussion qui se fasse? non, c'est eux qui sont venus vers nous. Bah, l'idée, c'est qu'à un moment, tout le monde venait un peu nous voir. Personne comprenait trop ce qu'on foutait là. Donc, donc tu parles un petit peu avec tout le monde et de toute façon, c'est toujours sain de rencontrer l'écosystème un peu pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Et il s'avère que tous ces acteurs-là, sans être désagréables, enfin, ils comprenaient pas trop ce qu'on faisait. Enfin, ça les dépassait un petit peu, quoi. C'est des acteurs. Je parle pas de Publicis, mais tous les gros et même les très grosses agences indep, plus SIA, ils comprennent le média, ils comprennent le retail média, mais ils ne comprennent pas, enfin, la globalité j'allais dire du problème. Et du coup, enfin voilà, se dire agence Amazon, c'est facile, mais la plupart des gens finalement étaient juste des agences Amazon Ads. Et la réalité, c'est que enfin, pareil, t'es bien passé pour savoir, mais les ads, c'est le dernier truc que tu lances quand tous les voyants sont verts en amont, quoi. Et aussi, c'est quand même Donc, c'est très très facile à bullshitter, notamment pour les marques connues. Tu peux très facilement ouais, bid sur les mots-clés des marques. Et donc, effectivement, tu as l'air d'un génie, alors qu'en réalité, tu n'apportes pas beaucoup de valeur en tant que exactement. tel. Exactement. Puis bon, la complexité, c'est que tu gères tu gères du tangible à un moment. Donc la plupart de ces acteurs-là sont quand même habitués à être full digital. C'est pas le même, c'est pas la même musique, quoi. Et du coup, c'est eux qui commencent à vous parler avec vous. Parce que eux, la logique, c'est clair. Je pense qu'il devait manquer un maillon Amazon chez eux. Et ils disent, bah, on va prendre un raccourci. Il y a déjà une équipe établie qui fonctionne, qui a des clients. Plutôt que nous amuser à faire ça en interne, ça va prendre trois plombes, il y a des chances que ça se foire. Et pour eux, j'imagine, c'est un mini billet. Pour Bah, eux, la ça réalité, c'est représente qu'ils rien. ont, la réalité, c'est qu'ils ont tous essayé, ils sont tous venus nous voir pour nous pomper, et puis à un moment, ils se sont rendus compte Ils qu'ils n'y disent, c'est plus arrivaient pas, simple. donc c'est un peu ça l'histoire, hein. On les a tous vus, et à chaque fois, tu sais, tu partages toujours des trucs, et au début, t'as un peu peur, et la réalité, c'est que tu dis, en fait, enfin, let's go, guys, c'est le jeu, et personne n'y arrivait trop, donc voilà, à un moment, on a des discussions plus avancées, quoi. Et discussion, elle ressemble à quoi du coup? C'est toi, tu donnes un chiffre, tu veux des conditions, ils reviennent vers toi. Parce que j'imagine pour eux, c'est une relation petit deal. Et donc, Ah ouais, je sais pas à quel point ils sont flexibles. je suis leur micro deal. C'est Je ça. crois que je suis leur... Non, pas leur plus petit, mais ouais, je suis dans le top 5% des plus petits, ça c'est une Mais toi, de ton certitude. côté, tu peux dire j'ai été racheté par Publicis et tu gardes le tampon. Exactement, ouais, moi je prends le truc. Non, par contre, en termes... Non, mais c'est rigolo, moi je le dis, et bon, en vrai, je m'entends très bien avec eux, et d'ailleurs, c'est l'occasion de le dire, mais vraiment, enfin, ça s'est passé hyper bien, ils ont été d'une élégance dingue du début à la fin, enfin, j'étais accueilli comme un roi. Justement, quand on compare... enfin, à la taille de ce que je représente, en vrai, alors en France, je suis pas microscopique, mais en vrai, je suis quand même un petit acteur, et à l'échelle du groupe, je suis epsilonesque. J'ai calculé, je crois, il faudrait que je refasse le calcul, mais je crois que je représente 0,001% du revenu monde, tu vois. Donc, juste pour info, le revenu de Publicis Monde, c'est 14 milliards, hein, donc voilà. Donc, tu vois, je suis sur le camembert, on me voit pas bien, quoi. J'ai un truc Le vraiment. CEO, il voit le PNL. Il faut vraiment zoomer fort. Il faut vraiment zoomer fort. Mais par contre, en réalité, c'est qu'en termes d'image et en termes ouais, en termes de ce qu'on représente, voilà, on a une certaine importance et on est Et je sur un pense qu'il y a sujet hyper quasi aucune stratégique. Donc, agence qui a grossi les profits aussi rapidement que vous en pourcentage. Vous devez être numéro un, toi. Parce qu'en fait, eux, la plupart commencent de plus haut, vous commencez de plus bas, ouais. et vous avez fait un Ah fois oui, 10 clairement, en ouais. 2 ans. Ça n'existe pas, donc c'était un moyen de faire remarquer. Quand ils filtrent sur la spreadsheet, vous ressortez à ce moment-là, quoi. Bah, même en France, en vrai, la réalité, c'est que, enfin, là, on est presque 100 salariés, on n'est pas à 50, hein, à ce niveau-là.
à 30, 40, 50, t'as du monde, mais quand tu commences à passer les steps, c'est un game où il y a plus grand monde. Et franchement, je comprends pourquoi, parce que c'est un peu douloureux aussi d'avoir 100 personnes. Est-ce que Donc, tu connais les 100 personnes ou pas? Est-ce que tu as senti qu'il y avait un peu une cassure à peut-être 45 ans, tu connais plus vraiment tout le ouais. monde par prénom? Ouais, c'est un truc. C'est marrant parce que j'en parle régulièrement, mais ouais, dans les phases d'une boîte, et c'est un truc, je trouve, qui est un petit peu dur à vivre, même tu vois, quand tu parles de culture d'entreprise. Moi, j'ai toujours été un CEO hyper présent, hyper proche de mes gars, enfin, hyper accessible, et je faisais attention à ça. Enfin, et je faisais attention, et du coup, je me disais, bon, vu que je ne suis plus. Enfin, de toute façon, t'es occupé, mais j'avais toujours un moment sur ça, soit le vendredi ou comme ça, où les gens pouvaient venir m'interpeller, et c'est important, en fait, ça. Enfin, d'être disponible pour tes salariés. Et il s'avère qu'à un certain moment, je trouve que la cassure, elle se fait à partir de 60. Mhm. 50, 60, ça commence à être compliqué. Bon, les prénoms, c'est compliqué. Mais à partir de 60, quand ça va très vite, en plus, t'es de moins en moins là, toi. Donc, tu sais plus trop qui est dans la bonne équipe. Et puis là, maintenant, en plus, on a rejoint les bureaux publicistes. Donc, franchement, je devrais pas le dire, mais L'ascenseur, tu maintenant, sais jamais, quoi. ouais, bah, maintenant, enfin, tu dis bonjour à tout le monde. Mais honnêtement, enfin là, on est 90, je peux pas te mettre ma main coupée que je suis sûr que c'est chez moi ou pas, quoi. Donc, c'est un peu, mais c'est dur, mais je veux dire, à un moment, enfin, tu peux pas faire autrement non plus, hein. Enfin, tu vois, mon boss, il a 1600 personnes. Moi, évidemment, tu connais pas tout le monde et il s'avère qu'à un moment, on est humain et ça fait partie du jeu. Mais c'est, en fait, ce qui est dur, c'est pas l'histoire des prénoms, ça, c'est la vie. C'est que, moi, ce que je trouve difficile, c'est la capacité à faire passer un message. Moi, je suis quelqu'un, j'ai qu'un besoin d'avoir les gens en face de moi, j'explique, c'est tout le monde dans la pièce et en avant. Et en fait, tu te rends compte à un certain level, ouais, bah, tu commences à être ouais, le capitaine d'un gros bateau, quoi. Et en fait, bah, tu n'as pas un accès direct à tout le monde, et puis les messages passent difficilement, et du coup, tu dois réapprendre ton métier. Enfin, ouais, tu dois réapprendre à bosser différemment, quoi. Donc, c'est un truc un peu complexe, je trouve. Et là, tu comptes Et donc. ce qui est dur aussi, c'est que moi, dans mes associés, tu vois, mon COO, parfois, c'est dur aussi, parce qu'en fait, on connaît pas nos N-4, tu vois. Enfin, on bosse pas avec eux tous les jours, donc c'est un peu compliqué, ouais. Et là, est-ce que tu comptes te retirer du business totalement? Tu vas garder un œil dessus ou là, c'est vraiment dans un mois ça? Un mois, tu sors et c'est fini, Non, quoi. non, j'ai pas de date, parce que je sais pas quand l'épisode sort, mais non, il n'y a pas de date, mais bon, les gens savent en interne que je suis sur la fin, enfin la fin Du business. de mon parcours, la fin de mon parcours chez Bison. Après, ça fera 9 ans, honnêtement, c'est 9 ans ressenti 30, hein, donc tu vois, vraiment, il faut aussi laisser le gouvernail. Donc ouais, là, l'idée maintenant, de faire en sorte que la passation se passe bien et enfin, maximiser les chances que la boîte continue à croître et qu'elle soit encore là au top dans 10 ans, quoi. Est-ce que tu gardes encore des parts ou là, tu vas sortir totalement du Non, capital j'ai plus, Ok. là, j'ai plus de part du tout. Sans plus publiciste, généralement, la plupart des groupes comme ça, ils rentrent majoritaires L'argent clean, et ils ouais. ont vocation à prendre 100% de la captable, ce qui est logique, hein. Ouais, puis c'est dur pour eux de Ça fait garder sens, quoi. quelqu'un à 10% pour un petit. Enfin, ça coûte Ouais, puis difficile en pour eux vrai, les c'est pas choses. leur... Ouais, puis c'est pas leur ADN à un moment. Enfin, enfin, pour publiciter d'autres, hein, ils ont plein de moyens de t'incentiver s'ils veulent te garder, mais à un moment, bah, c'est eux qui maîtrisent la captable. Et la négociation, je suis curieux, ça se passe comment? Vous mettez dans une pièce, chacun dit ce qu'il veut, vous mettez d'accord, comment ça se casse? C'est plusieurs back and forth? T'as des scènes de films. Non, mais la réalité, c'est que moi, j'avais eu une première. Ouais, je peux le dire. J'avais une première offre de leur part que j'allais refuser, donc c'était pas très content. Donc ça, c'était 1 an avant que je vende. Et puis, j'ai lancé un process, en fait. Parce que je me suis dit, bah, on va remporter le marché. Donc, la réalité, j'avais déjà pas mal discuté avec plein de gens. Donc, j'ai dit, bah, je lance un process. Donc, j'ai pris un banquier d'affaires. Et, et puis, en fait, j'avais aussi envie de le faire pour, bon, maximiser évidemment, les chances de vendre, maximiser la valo. Et puis, c'est aussi une expérience, en fait, en tant qu'entrepreneur. Tu vis un moment qui est un peu, Intense. qui est intense, qui est lunaire, qui est pas du tout comme tu l'imaginais. Tu vois, mais j'avais pris mon banquier d'affaires, je me rappelle les premiers meetings. Tu sais, moi, je pensais que j'avais pris un agent IMO, tu vois, qu'il allait faire le blabla, tu vois. Et en fait, pas du tout. J'étais là, tout seul comme d'habitude, à vendre ma soupe. Ah, j'étais là, d'accord, ok, bon, bah. Mais bon, avec le recul, tu dis, bah oui, c'est normal, en fait. Enfin, le gars, finalement, il a un rôle. Enfin, le gars, Mathieu, que je salue d'ailleurs, qui a été topissime. Mathieu Mora, je vais lui faire de la pub. De quelle entreprise? De quelle Transactions boîte? et compagnie.
D'accord. Mathieu, tu me dois 1% sur tes prochains deals. Euh, non, il a vraiment été top. Et t'as un vrai rôle d'accompagnement, quoi. Il est mi-conseiller, mi-psy. Enfin, tu vois, je l'appelais 3 fois par jour. Donc, tu as une phase, en fait, de quelques mois où tu rencontres la terre entière. Donc, tous les jours, tu pitches ton truc et puis, c'est un jeu c'est un peu du Tinder accéléré parce que la réalité, c'est que c'est pas qu'une question de business, c'est vachement aussi un fit humain, tu vois. Est-ce que Et tu fit arrivais à humain, bien gérer la boîte en même temps ou c'était un peu. Ça crée une distraction comme assez Ah forte non, honnêtement, quand ça a commencé quand ça a commencé à accélérer, quand j'ai commencé à rencontrer les gens, j'étais voir mes associés, je me rappelle, hein, je me rappelle très bien. Un soir, je leur dis ça y est, je suis plus là, quoi. Là, vous m'oubliez, je suis plus là. Et je dis, mon taf maintenant, c'est de vendre la boîte. Et je pense que du jour au lendemain, je suis passé à 80% de mon temps, c'était vendre la boîte, quoi. Mhm. Et surtout que tu as le temps pris et puis tu as la charge mentale. Enfin, en fait, Ouais, c'est ça. c'est surtout ça qui est important tout le temps quand tu es entrepreneur, mais dans cette période-là encore plus parce qu'en fait, tu es absorbé par ce truc-là. Et ouais, donc pour répondre à ta question, donc tu as cette phase-là où tu rencontres tout le monde et après, tu commences vraiment à rentrer dans les chiffres. Donc là, ça commence à. C'est comme quand tu lèves des fonds, tu sais, tout le monde te dit que t'es super sexy. Et puis quand il faut commencer à sortir le carnet de chèques, t'es Et tout de comment ça suite va un me peu parler? moins sexy. Où tu vois, tu dis, ah, en fait, t'es un peu gros. Finalement, il y a Les un gens petit. comprennent. Ce qui se passe souvent, c'est qu'en gros, les acheteurs, ce qu'ils veulent, c'est. Ils vont te dire que t'es incroyable, on va payer un petit peu x10. Ça se passe beaucoup sur la base de billets, un petit peu incroyable parce qu'en fait, ils veulent avoir enfin, signaler l'intention, avoir l'exclusivité sur le deal. Et après, ils font leur due diligence. Et après, il y a beaucoup d'agrégateurs et je pense que c'est pareil pour publicité n'importe quel acheteur, qui appliquent un peu de technique salami en fait. Donc, si à base, ils t'ont proposé 6 millions, dis, ah tiens, on a trouvé ça, donc ce sera plutôt 5,9. Ah, mais il y a aussi ça, donc 5,8. Et à aucun moment, tu veux faire casser le deal en disant, bah ouais, non, émotionnellement, t'es dedans, tu vois. Et donc, ils te Ouais, ramènent et ils te font baisser au fur et à mesure, potentiellement, pour te faire accepter un prix plus bas à la fin, quoi. Je sais pas ouais, ce qui s'est passé pour toi bah, ou. c'est un jeu de poker menteur. Après, bah moi, comment dire, moi, je suis assez dur, donc bon, tu le sais, je l'avais déjà dit une fois, donc voilà. Mais non, mais en fait, t'arrives dans des trucs. Le truc, c'est que le truc, c'est pas que de valoriser ta boîte à l'instant T. Moi, je voulais vraiment, enfin, c'était le projet, tu vois, c'était qui allait m'amener le plus loin derrière. Euh, donc tout le monde, finalement, et c'est drôle parce que la réalité, c'est que le rapport de force est inversé. La réalité, c'est que c'était moi, tu vois, qui avait les clés en fait. Tu vois, j'ai rencontré la plupart des mecs qui comptent dans le marketing européen, des mecs qui pèsent vraiment des mecs qui sont lourds, et c'est eux qui me faisaient, tu vois, qui relançaient. D'ailleurs, tu voyais, enfin, j'ai appris plein de techniques pendant cette période-là. Tu vois, j'ai un gars que je citerai pas, mais qui a été quasiment au bout du deal, qui est un patron d'une des plus grosses agences indep européennes. Et, euh, et lui, dès que ça a commencé un peu à cranter, il m'a dit, vas-y, on se fait un point tous les vendredis matins. Malin, enfin, tu vois, t'as vraiment. Et tu joues. Mais j'adore, parce que tu joues face à des mecs. Toi, tu vends ta boîte une fois par vie, tu vois, et eux, bah, c'est leur day to day, tu vois. Donc t'apprends auprès de ces personnes-là aussi. Et donc tu arrives ensuite à une phase, à un moment, tu as une deadline pour recevoir les premières LOI. Donc c'est les lettres d'intention, enfin les premiers engagements. Donc nous, on a eu 3 LOI. Donc 3 vraiment qui s'engagent formellement avec Et une t'as pas valo, une donné méthode de d'exclusivité calcul. à une boîte, t'as dit, donc vous faites le due diligence en même temps, et après on prend ce qu'on préfère, quoi. Alors du coup, enfin après tout ça, t'as beaucoup d'humains qui rentrent dedans en fait, hein. Et typiquement, typiquement, tu vois ce monsieur quand il a compris qu'il n'était pas forcément favori dans les 3, il s'est retiré. Il a dit moi en fait, toi, je suis la star, soit c'est pour moi, soit je perds pas mon temps. Donc finalement, on a été au bout avec 2 boîtes, avec 2 projets, enfin 2 projets canons, deux projets industriels hyper différents, mais top. Donc là, tu fais les due deals, c'est aussi ça, c'est assez intense. Pendant ce temps-là, tu dois tenir ton bise, hein, parce que tu as aussi vendu, tu vois, une année qui se fait ou pas. Donc c'est là où toi, j'ai pris des décisions aussi en termes pilotage un peu dur. Et puis à la fin, bah, t'as le, Ah, je peux t'as dire, le choix. tu t'es séparé de personne, t'as fait des. Ouais, tu vois, bah, moi, je peux le dire, parce que c'est pas. Tu vois, j'avais une équipe tech de pas loin de 10 personnes, peut-être 7-8 personnes. Et en fait, je me suis rendu compte pendant cette phase-là que bon déjà tu mesures bien, c'est comme là bon la Startup Nation en France ça se pète un peu la tronche, mais parce que tout le monde est déconnecté de la réalité. La réalité Mhm. c'est que tout le monde est dans les levées, les valos complètement délirantes basées sur rien, et quand tu arrives là dans le endgame à vendre ta boîte pour de vrai,
où tu demandes du vrai argent Comment au est-ce qu'il mec, où compte c'est pas de la levée sur machin, tu te rends compte que l'EBITDA c'est quand même important et qu'à un C'est moment, x5, si tu veux, x6, x7, x8, chaque euro ouais, tu dépensé. dis en fait, quand j'économise 500 000 balles, tu vois, je gagne plusieurs millions d'euros. Donc en fait, et surtout, du coup, ouais, tu remets en question tes décisions. C'est facile de partir nous, typiquement, on était parti trop loin dans de la tech et pour du confort un peu, tu vois. Moi, enfin, on développait des trucs cool, mais à un moment, est-ce que ça apportait vraiment de la valeur à la boîte? Et en fait, je pense qu'on était trop en avance. Enfin, non pas, on n'était pas sur OpenAI, tu vois, mais je pense qu'on avait surstaffé, on était trop loin et ça apportait pas de la valeur à la boîte. Et je me rappelle un matin, je dis en fait, mec, t'es complètement dans les choux. Donc j'ai cut toute mon équipe en quelques mois. Et je pense que c'est une des Et meilleures comment ça se décisions que passe j'ai du coup prises de pour se ma vie, quoi. séparer de gens comme ça en France? Que j'ai l'impression, on me dit toujours que c'est très compliqué. Est-ce que c'est si compliqué que ça de licencier Non, mais là, c'était pas des licenciements, mais c'est que tu expliques aux gens qu'en fait, Ok. enfin, tu vois, ça peut se faire en bonne intelligence. Hein, j'aurais pas dit du jour au lendemain, stop, mais tu vois, bah, t'expliques, maintenant, c'est plus dans le projet de la boîte, quoi. Mais c'est des virages. Le truc, c'est qu'à un moment, c'est des virages à prendre et c'est pour le bien aussi de la boîte parce qu'une boîte, pour qu'elle marche, il faut qu'elle tourne, il faut qu'elle gagne de l'argent, il faut que ça se passe bien, quoi. Le processus de vente a pris combien de temps? Le processus de vente a pris du moment où tu lances, et jusqu'à la signature, c'est 1 an. Et pendant un an, tu fais que ça. Ouais, pendant 1 an, tu fais que Ouais. ça. C'est T'as fou. 3 mois, tu prépares 3 mois, tu prépares la doc, 3 mois, tu rencontres tout le monde, 3 mois, t'es dans les due deals, et après 3 mois, une fois qu'on a, donc ouais, je reprends où je m'étais arrêté juste avant. Donc à la fin, après la due deal, t'as les 2 offres fermes. Donc là, on est parti. J'ai bien réfléchi et je me dis bon, en fait, en gros, sans citer les noms, j'avais une offre pour rejoindre une agence indep, mais un des leaders européens. L'idée, c'était de réunir numéro 1 d'un très gros pays et le numéro 1 français pour faire un très gros conglomérat. Et on était hyper complémentaires, même ADN, donc un truc qui était quand même bien, bien sexy. Ou alors rejoindre Publicis et in fine, enrichissant bien. Et puis aussi, t'as le fit humain qui compte aussi. Et moi, j'avais vraiment eu un super fit avec Publicis, avec Gauthier Piquet, qui est mon boss actuel. Et c'est un mec que j'adore. Et enfin, voilà, on se fait des confiances. Et puis, pareil, l'avenir a montré que j'ai pris la bonne décision. Voilà, je me suis dit, let's go, c'est parti, on est dans le même bateau. Et, euh, et à partir de ce moment-là, tu crois que c'est fini, mais pas du tout, parce que là, tu rentres dans les négos. Alors là, avec l'équipe ABN, les avocats et tout le truc. Et là, c'est des scènes de film. Tu te Vas-y. retrouves dans des. Bah, en fait, c'est marrant parce que t'arrives dans des trucs juridiques, mais à un level complètement dingue. Moi, je me retrouve quand même en face des patrons, tu vois, des patrons M&A Publicis qui rachètent des boîtes à 4-5 milliards et qui m'achètent la mienne. Tu vois, je le vois la première fois. Et très, bon, en plus, Il enfin, manque un hyper zéro, non, sympa il manque maintenant. 2-3 zéros là, je crois. Maintenant, on Est-ce se que- connaît bien, tu vois, mais en plus, c'est vraiment un jeu c'est vachement du théâtre. T'arrives dans des pièces, tu vois, on est 10 mecs. Moi, j'ai mon avocat, l'assistant de mon avocat, mon banquier d'affaires, son assistant. Donc, t'as le patron d'Yéméné, le gars qui gère Mondi, son Est-ce que assistant, ce serait un l'avocat, move de son prendre des gens assistant. dans la rue? Tu prends 4-5 mètres, tu leur fais un costard en plus. T'as que Faut des, vraiment, t'as que on des est trucs. 15, les gars. Ouais, mais vraiment. Tu sais, t'arrives là-dedans, tu te dis putain, mais je suis où, quoi. Et puis, tu sais, c'est un vocabulaire, mais tu pannes rien. Donc, moi, je sors les trucs, si je sais pas, ils veulent me baiser sur l'article 33, machin. Heureusement, j'avais un avocat, j'étais hyper bien entouré, j'avais un avocat qui était vraiment un Ok. tueur, enfin, très très bon. Mais bon, t'arrives dans des scènes. Et puis, c'est aussi du. Enfin, faut aussi montrer que tu te fais pas écraser Mhm. parce qu'avec les mecs en face de toi. Moi, je me rappelle, je sors la même, dis, oh, bah, on a fait la JV avec Carrefour la semaine dernière. Je dis, ah, bah oui, c'est bien, mais bah, comme moi, pareil. Et, mais non, c'est pas parce que les sommes, enfin, qu'ils ont l'habitude de traiter sont avec 6 zéros de plus que toi, tu dois te faire écraser. Donc, en fait, Et tu puis ces défends gens, tes ils aiment intérêts, quand même Je pense que tu rentres en équipe M&A parce que t'aimes le deal, quoi. C'est aussi un truc, je pense qu'ils aiment profondément, c'est justement cette partie négociation, cette partie. Et je pense par contre le fait que tu aligné aussi bien les incentives sur ta future fait qu'aussi ça rend ça potentiellement plus simple parce qu'ils étaient là, bah bon, s'ils gagnent, on gagne, tout le monde gagne, quoi. Et s'ils se Ouais, foirent, bon exactement. bah. Ouais. Ouais, on avait ça. Puis la réalité, c'est que enfin, ça fait partie aussi. Enfin, c'est normal de se baquer des deux côtés parce que tu peux avoir des trucs tordus des deux côtés. Nous, il s'avère que enfin, le plus important, c'est d'être aligné avec les équipes avec qui tu vas bosser tous les jours. Donc moi, j'avais cette garantie-là, entre guillemets, enfin cette garantie-là, Est-ce que tu as communiqué ça aux j'avais équipes cette depuis le début que confiance-là. on va vendre? J'imagine que tu as dit on va vendre pour grossir encore plus, donc c'était mieux que juste on va vendre et je vais me barrer le lendemain.
Mais est-ce que tu avais communiqué à tout le Ah monde non, que non, non, c'était un truc en j'avais. cours? T'es Ah non, on a caché? eu. Enfin. Ah non, mais on avait. Enfin, c'est assez rigolo le moment où c'est sorti. Donc on a annoncé je crois le 7 décembre 2022. J'avais on devait être quoi, 70 à l'époque. J'avais allé 10 personnes max qui étaient au courant, parce qu'il y avait quand même des gens qui avaient bossé sur la due deal. Il y avait des choses à préparer en com, mais sinon j'avais personne qui était au courant. Donc C'était quoi l'intérêt de ça de pas le et dire? le Est-ce que c'est parce que c'est ah non, mais Publicis qui c'est voulait après ou... après il y avait des rumeurs dans Paris. T'as les concurrents qui veulent te faire des trucs tordus, donc il y avait des rumeurs, mais parce qu'en fait, enfin, ça peut inquiéter déjà en fait, et la réalité c'est que c'est un super beau projet pour tous les salariés. Enfin c'est un truc incroyable, mais déjà tant que c'est pas fait en fait, donc tu peux C'est pas ça aussi, oui. tu vas pas dire tu vois en mode si tous les mois, bon alors peut-être que oui, peut-être que non, je négocie pour avoir 1 million de plus. Bon, non, c'est pas les trucs que tu peux sortir devant tout le monde. Mais par contre, c'est sûr qu'ils ont eu en gros, c'est rigolo parce que le reveal a été un peu violent. En gros, la Mais personne se signature. doutait Alors, que tu te pointais pas. Enfin, du coup, parce que tu as dit que tu retiré un peu l'opérationnel et tu as donné quoi comme excuse? Tu as dit j'ai un cancer, je peux pas. Comment ça s'est passé Je suis pour. à Bali, je suis en vacances. Non, mais j'étais là. La réalité, j'étais déjà moins de toute façon Mais tout à les fait. meetings clients, etc. Mais bah, c'est sûr, t'as plein de meetings, t'es plus souvent dehors, mais bon, non, les gens se rendent Mhm. peut-être Et pas, parce que tu vas avoir des trop clients ou compte. autres, ouais. Ils Ouais, pensent que tu ouais, travailles sur une autre t'as partie quand du même. business. Ouais, ouais, mais ouais, du coup, quand ça s'est fait, alors c'est rigolo parce que pareil, on s'imagine que tout est carré et en fait, jusqu'au dernier moment, non, on s'est engueulé. Je lâchais pas sur une clause, machin. Et du coup, 2 jours avant, je dis à Gauthier qui était pas très content, je dis, bah moi, je signe pas, je m'en fous. Rendez-vous dans un an. On qui était là, putain, mais il est complètement cinglé celui-là, il va nous faire chier jusqu'au bout. Sauf que ce qui était chiant, c'est que c'était le lundi. Le lundi soir, on était invité au Crayon par Amazon et pour fêter un peu le truc. Moi, j'arrive, je dis, bah moi, je signe pas. Je veux que l'article machin il saute, donc ça m'allait pas. Et sauf que 3 jours après, il y avait, enfin tout s'enchaînait en fait. Il y avait tout le board de Publicity Media qui débarquait dans les bureaux pour annoncer le truc. Le lendemain, on était au rendez-vous annuel de Publicity Media France, donc c'est quand même 2000 personnes sur les champs dans l'UGC pour l'événement. Et nous, on était un peu ouais, l'annonce officielle. T'avais tous les RP qui étaient prêts. Donc c'est un peu chaud. La réalité, c'est que ça s'est fini du coup le Mais ça, c'est bien lendemain. ça. C'est toi qui a le levier du coup à ce moment-là. Parce que eux, ils ont plus à perdre que Ouais, toi ouais, à ce moment-là. après ouais, t'as le levier, mais bon, tout est complètement fou parce qu'en fait, tu parles quand même de sommes qui sont stratosphériques, tu parles enfin, tout est un peu dingo, mais à un moment, tu dois pas lâcher, quoi. Bon, je me rappelle, j'ai appelé un de mes BA, je lui dis, bon, bah, t'es peut-être millionnaire de membres, peut-être pas. Il me dit, ah bon, t'es sûr? Bah, je dis, bah, écoute, pour le moment, je signe pas, donc on verra. Ce sera peut-être dans un an. Et Parce que finalement, on s'est mis d'accord. l'annonce de Publicis, c'est pas on a acheté une entreprise qui nous rajoute 0,01% de revenus. L'annonce, j'imagine, c'est dire on a racheté la numéro 1, l'agence numéro 1 sur Amazon en France. Tu vois. Je pense que c'est ça c'est l'effet d'annonce qu'ils voulaient, non? C'est ça qui est intéressant. Ouais, clairement. Ouais, c'est ça l'effet d'annonce. Et puis, c'est ouais, eux se positionner comme un vrai expert sur ce canal qui était hyper prometteur et où ils avaient clairement un coup de retard. D'ailleurs, Amazon est un gros client de Publicis. Moi, je me rappelle, j'ai été régulièrement contacté par Publicis pour travailler sur des opérations comme d'Amazon. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont Ouais. déjà aussi un lien assez fort en tant que tel. Ouais, bah tout le monde bosse un petit peu avec Publicis, mais. J'ai l'impression qu'il y a un peu c'est ce côté un peu mafia, j'ai l'impression, de ces énormes agences. C'est que tu sais, si tu travailles avec eux, qu'Amazon, ils sont aussi protégés peut-être un peu de mauvaise presse. Tu vois. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un effet de bord un peu où tu te dis, si je travaille avec... toi, c'est un peu comme on critique pas Bernard Arnault dans les magazines de luxe, enfin les magazines tout court, parce qu'ils contrôlent 90% des pubs autour des marques de luxe et que même s'il n'y a pas, c'est pas clairement dit. Non, mais mafia, c'est pas le Non, bon tu terme. n'as Par pas contre, qualifié c'est ton un employeur de monde. mafia. Ça, c'est... Bah ça, ouais, c'est- clairement, sinon me faire virer, alors déjà, tu vois. Non, mais surtout que c'est pas le. C'est pas le. Non, non, mais par contre, c'est sûr que c'est un univers de réseau hyper fort et c'est normal. Il faut se dire, c'est aussi normal quand tu pilotes des groupes, des marques aussi prestigieuses, de faire attention à ce que tu dis, quoi. C'est quand même, enfin, toutes ces boîtes-là sont cotées et toutes ces boîtes-là gèrent des business énormes, ont des centaines de milliers de salariés, enfin, dizaines de milliers, centaines de milliers de salariés, donc c'est aussi normal de mesurer. De mesurer ce qu'on dit. C'est pour ça que j'essaie de pas Et dire puis trop de d'aller vers la bêtises valeur aujourd'hui sûre. parce que En fait, je vais Publicis, c'est la peut-être me valeur faire, sûre. je vais peut-être me faire licencier demain, on sait pas. À cause de vous. On peut couper tout ce que tu veux. On est pour la censure. C'est des parties que je coupe. Ok.
Si tu pars de publiciste, qu'est-ce que tu vas faire après? T'as quelle vision pour la suite? Tu continues à monter des boîtes ou tu fais autre chose? D'abord, je vais me reposer. Là, j'ai une envie de voyager, de venir vous voir, les gars, de faire un petit tour d'Asie, là. Ça, c'est mon envie numéro un, mais je pense qu'il faut. Enfin, quand tu arrives à la fin d'une histoire entrepreneuriale comme ça, faut savoir, je pense, prendre le temps de couper. En tout cas, ce que tout le monde me conseille de faire. Ouais. Moi, ce qui me fait vraiment kiffer et où je pense que je peux apporter la valeur, j'aime bien accompagner les entrepreneurs, donc je fais du coaching. Enfin, je sélectionne, mais c'est un truc qui me plaît vraiment. Faire un peu, ouais, coach slash BA slash psy, enfin bon, tout le truc, non, slash mentor, psy, c'est un peu dur, mais je sais que moi j'ai eu cette chance-là d'être très bien entouré dès le début, et je me rends compte qu'il y a plein de gens pour qui c'est pas le cas, et que c'est un gros facteur de succès pour moi, donc j'aimerais bien, ouais, puis peut-être redonner un peu ce que moi Comment j'ai tu as trouvé reçu, ces enfin voilà. mentors? Est-ce que c'est juste parce que tu travailles avec beaucoup de marques donc tu as rencontré beaucoup de gens et que naturellement tu as des affinités qui sont créées avec des gens qui étaient déjà en business, qui étaient plus avancés? Comment ça s'est créé? Non, c'est que moi j'ai envie de réussir, donc dès que je rencontrais les entrepreneurs qui m'inspiraient ou qui m'impressionnaient, je m'accrochais à eux comme une moule à son rocher, quoi. Donc c'est vraiment. Enfin, ça, c'est un peu. Mais vraiment, c'est mes premiers associés, enfin mes premiers BA, mais j'ai rencontré les mecs qui avaient vendu plusieurs boîtes, je sais pas. Enfin, voilà, gros patrimoine. Je dis, mais moi, tout pareil, quoi. Hmm. Je veux vendre des boîtes, je veux des dizaines de millions. Enfin, c'est ça que je veux, quoi. J'en ai marre d'être pauvre. Donc, enfin, tu vois, c'était un peu ça le truc. Et ouais, donc c'est un peu comme ça ouais, que je me suis entouré, quoi. Et tes mentors, tu penses qu'ils doivent être dans le même domaine que toi? C'est-à-dire pour toi, une personne qui a fait une agence, ou ça peut être des gens qui font un truc qui n'ont rien à voir, mais c'est un truc, tu vois. Est-ce que c'est plus des conseils d'un point de vue tactique, de genre, ah, comment tu recrutes un manager pour ton agence, ou est-ce que c'est plus le mindset de dire, en fait, si un mec, potentiellement, il a fait de l'argent dans l'immobilier, il peut quand même t'apporter beaucoup de valeur? Bah, je pense qu'il faut pas être hyper éloigné du domaine. Après, c'est dur d'être dans le même typologie de métier. Après, je pense qu'un mentor, c'est pas quelqu'un qui est expert du sujet dans lequel tu bosses. C'est quelqu'un qui est capable. Pour moi, c'est plus une discussion d'entrepreneur-entrepreneur, quoi. La réalité, c'est que dans la vie d'entrepreneur, tu as plein de blocages qui sont liés à tout un tas d'éléments, le biz, les RH, le contexte, enfin, plein de trucs. Et vraiment, c'est l'expérience de ton mentor qui t'aide à. Pas forcément. Enfin, généralement, un bon mentor, c'est pas quelqu'un qui trouve la solution, quelqu'un qui t'aide à ouvrir les portes ou à péter, tu vois, des barrières que tu te mets toi-même. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je le vois, quoi. Enfin, c'est un peu comme ça que ça a marché pour moi, en tout cas. Est-ce que tu as vécu du coup là, parce que y a un peu, t'as un peu comment dire, un stéréotype un peu du patron d'agence à Paris. Il y a un peu un côté maintenant beaucoup popularisé par Amélie de Paris, soit d'un certain milieu. Est-ce que c'est proche de la réalité? À quoi ça ressemblait un peu la vie? T'étais sur son scooter, tu partais à droite à gauche, rencontrer des clients ou c'était un peu différent? T'allais Euh, en soirée, des soirées Tu veux dire, est-ce mondaines, que ma vie ressemble à Emily in Paris? c'est ça. Non, mais moi, écoute, moi, je prends le RER, donc toi, c'est pas très Emily in Paris. Non, c'est pas très Amélie de Paris ça. On n'a jamais vu le. Non. Mais tu vois, donc c'est pour voilà, c'est pour montrer qu'on peut rester normal. Non, mais qu'est-ce que je peux dire? Non, mais t'as quand même ouais, des petits. Des avantages. Non, non, des lieux communs. Oui, tu t'es quand même dans Paris, tu vas de déj en meeting, en machin, mais je veux dire, enfin, c'est aussi normal quand t'es à Paris de rencontrer les gens, de networker. Enfin, c'est ça aussi la valeur d'être dans un écosystème hyper dynamique comme le nôtre, quoi. C'est un des Mais je rares pense que trucs c'est qui la marche un différence peu en avec France les encore. vendeurs Donc, FBA. Parce que les vendeurs FBA, t'as pas du tout cette logique-là. En fait, ça sert à rien. Tu pourrais être à Paris, mais ça servira à rien. Alors pour une agence, tu n'aurais pas pu faire ça, je pense, depuis l'étranger, où ça aurait été très très compliqué d'être vraiment. En tout cas, de créer la plus ouais. grosse, quoi. Ouais, puis après, enfin, il y a la partie agence, et moi, je fais vraiment la différence. Enfin, moi, je suis directeur d'agence, mais je me considère surtout, enfin, pas que je me considère, je suis dans ma tête un entrepreneur. C'est-à-dire que il s'avère que j'ai lancé ce business-là qui a bien marché, et parce que j'adore cet univers-là et que ça me parle. Mais, enfin, voilà, je sais que mon réseau, je l'entretiens pas loin de là que dans le milieu agence. Enfin, c'est vraiment dans l'univers très start-up au sens large, même si le mot est un peu galvaudé maintenant, mais voilà, il se passe quand même beaucoup de choses sur Paris, et tu peux en apprendre sur enfin, un peu de tous les côtés, quoi. Mais c'est un boulot, hein, d'être Emily in Paris. C'est ça. Et en termes en termes de recrutement, parce que j'ai l'impression que du coup, tu recrutais quand même beaucoup sur déjà un flux culturel, mais aussi un peu des questions, des notions un peu de performance.
Et même d'assumer que voilà, le but, c'était de faire gagner de l'argent aux clients. Ce qui n'est pas forcément ce qui est souvent vendu comme mission d'une boîte, tu vois. J'ai l'impression à Paris ou en France, où quand tu recrutes, il faut donner d'autres arguments. Ça se passait comment pour le recrutement? C'était quoi vos canaux principaux? Comment tu t'assurais de prendre les bonnes personnes? Est-ce que tu as fait des erreurs? Est-ce que tu aurais pu les éviter Oh là, a oh posteriori? là, des erreurs, j'en ai fait des tonnes. Et j'en fais toujours. Enfin, franchement, le recrutement, c'est vraiment un des rares trucs où je me dis, est-ce que j'ai vraiment Est-ce que progressé je suis depuis meilleur? 8 ans? Ouais. Sinon, vraiment, je pense que non. Ou peut-être que je suis avec moi-même. Non, mais pourtant, c'est le plus dur en vrai. Recruter, enfin, les RH, c'est vraiment un cauchemar. Tu perfoues un peu en l'humanité parfois, des fois, mais bon, tu tombes aussi parfois sur des pépites, donc ça rassure. Non, mais nous, la difficulté dans ce qu'on fait, mais finalement, c'était aussi une force, c'est que tu n'as pas d'expertise en France. Donc nous, en fait, on était obligé de former tout le monde. Et on est devenu aussi, par la force des choses, une espèce de super école de formation sur les sujets Amazon. Donc on prenait beaucoup d'alternants qu'on formait, on embauchait 1 sur 2, 1 sur 3, et beaucoup de juniors bah, à qui on a appris notre métier, quoi. Donc évidemment, il faut des bons profils, mais alors, depuis quelques années, on commence à trouver des gens qui ont de l'expérience, mais jusqu'à encore il y a 3 4 ans, il n'y avait personne sur le marché, enfin un plug and play pour nous. Donc ça faisait partie ouais, de notre boulot, quoi. Et vous faisiez comment pour recruter? Est-ce qu'il y a des canaux particuliers qui fonctionnent bien ou c'était beaucoup post-école de Euh, commerce ou Beaucoup alternement? ouais, alors enfin beaucoup de relations avec les écoles, les écoles de commerce. Bah, l'enjeu, c'est d'être visible. Donc, mine de rien, tout ce qu'on a pu faire sur les réseaux sociaux, ou moi, quand je prends la parole, ça apporte toujours un peu de visibilité. Donc, ça, c'est hyper important. Ouais, enfin, c'est un peu l'effet boule de neige. En fait, plus tu es quand même connu dans ton domaine et plus tu attires un peu du monde. Mais on a été très actifs, ouais, dans le réseau d'école. Je suis curieux, est-ce que vous avez beaucoup de gens qui ont posté, des gens qui ont tenté Amazon pour qui ça n'a pas très bien réussi, en tout cas pas assez pour vivre, qui sont venus travailler avec vous après? C'est un profil Tu veux pas dire tant qu'ils que ont ça. raté rentrer chez Amazon? Qui ont essayé non, de vendre sur Amazon en tant que vendeur FBA pour qui ça n'a pas très bien fonctionné, et puis après qui viennent. Oui, alors franchement, je vais être un peu dur, mais moi je pense que les entrepreneurs ou wannabe entrepreneurs sont pas des bons salariés. Moi, tu vois, je m'embaucherais pas, par exemple. Donc oui, on en a, mais enfin, Rare. Pourquoi est-ce qu'ils sont pas des bons salariés? parce que ils respectent pas ce qu'on leur dit de faire. Les vrais entrepreneurs, ils veulent pas obéir. Non, mais vraiment, voilà, mais même, enfin, alors, enfin, entrepreneur au sens, enfin, vraie société, mais même quand t'as un peu un mindset très freelance, tu vois, c'est pas facile de t'intégrer en fait dans une boîte. Donc je trouve, moi, c'est pas forcément le profil idéal, mais idéal, enfin, moi en tant qu'employeur et eux en tant que salariés en fait. Mhm. Enfin, le but dans la vie, c'est d'être heureux. Donc quand t'es pas heureux dans un cadre un peu trop rigide, faut pas se mettre dans cette Et situation, c'est quoi. dépendant du poste auquel tu recrutes ou ça s'applique à tous les postes? Par exemple, si tu veux recruter une personne qui serait CEO ou CEO, mais quand même en mode salarié, est-ce que toi, tu verrais ça comme étant un problème qu'une personne soit entrepreneur ou ait un passé d'entrepreneur? Tu vois, parce que je trouve, bah, enfin moi, en tout cas dans mon cas, il y a beaucoup de gens qui sont dans mes pipelines de recrutement qui, à un moment donné, ont monté un business qui a plus ou moins bien marché, mais tu vois, souvent. Alors écoute, recrute un CEO, je suis en train, moi je te dirai ça de 6 mois, quand j'aurai. Donc ça, j'ai pas trop d'expérience. Ouais, mais je pense que ça dépend de. Le point, c'est que pour moi, les profils, moi, les profils que je cherche maintenant, c'est des intrapreneurs. Et la réalité, c'est que ça existe, il y en a beaucoup, mais c'est pas les mêmes. C'est pas du tout les. Enfin, tu as des qualités qui partagent, mais sur le fond, il y a quand même des trucs qui sont foncièrement différents. Typiquement, le rapport au risque, le rapport à l'innovation, le rapport à. Enfin, et donc, moi, il me faut plus des profils comme ça. Tu vois, je recrute des profils comme ça en ce moment. Là, j'en ai trouvé j'ai recruté des super profils qui ont ça en eux, mais c'est pas pareil, quoi. Parce qu'en fait, quand tu as des profils au moins entrepreneurs au sens pur, ou free, ou voilà, au fond d'eux, on peut pas leur reprocher. Ils ont un vrai besoin de liberté, mais full, quoi. Et liberté que je peux pas leur apporter. Enfin, je pouvais pas leur apporter quand j'étais Bison solo, et encore moins maintenant qu'on est chez Publicis. Le problème avec ces personnes, c'est qu'en fait, ils n'ont pas vraiment envie d'être là. En fait, tu es un peu la C'est deuxième ça. Ah meilleure ouais, option. Et du coup, à l'arrière de leur tête, ils exactement. se disent, bah si, en fait, ils veulent faire autre chose, et donc ils sont jamais Ouais. totalement commit. Ou il y aurait même une sorte de ressentiment de ne pas pouvoir faire leur propre truc.
Et je pense qu'effectivement, c'est un problème en tant que tel. Et j'en ai eu, tu vois, des gens qui avaient un peu ce truc-là, et d'ailleurs, qui à un moment s'en vont, ils montent leur truc, ou ils vont chez le concurrent, ou machin. Bon, ça se passe rarement bien, mais du coup, c'est que ils sont pas là pour les bonnes raisons, surtout quand tu es dans des boîtes comme la mienne, où ça va très vite. Pour le coup, tu peux monter très vite aussi. Enfin, quand tu joues, enfin, c'est comme dans tout, quand tu joues pas ta carte à fond ou ton projet à fond, t'es pas excellent et t'avances pas au bon rythme, quoi. Donc, tu avais noté qu'après t'être reposé, faire un peu de coaching, etc., tu voulais potentiellement relancer des business. Il y a deux idées que tu as notées. Et la première, c'était les applications de rencontres. Où tu as dit le monde de la rencontre. Je sais pas si tu penses à application. Ah, mais j'ai pas dit, Satan, votre question, c'est pas les business que je veux lancer, c'est vous m'avez dit des idées comme ça. Je me regarde sur le coude, je vais pas le dire là. Non, mais c'est des sujets qui m'interpellent. Non, non, mais on a quand même des idées. Enfin, avec mes associés, on réfléchit quand même pas mal. Le point, mais avant même le secteur, c'est est-ce que j'ai envie de remonter des boîtes people base? Ça, c'est une vraie question. Parce que c'est quand même pas le même. C'est quand Et même donc, pas qu'est-ce le que même, tu là-dedans? même Des effort. agences, quoi d'autre? Des restaurants? Ah non, mais ouais, encore moins. Non, non, je saurais pas faire, moi. Les business à petite marge, je sais pas faire. Et puis trop manuel, je sais pas faire non plus, je pense. Non, mais tous les métiers. Ouais, mais ça peut s'apparenter à des agences, mais tous les métiers de transfo digital, accompagnement, enfin, tous les trucs où tu as besoin d'une personne physique pour aider ton client à avancer, vu tout ce qu'on va arriver sur l'IA, etc., il va y avoir des besoins stratosphériques de métiers comme ça. Et je pense qu'il y en a pour encore une bonne dizaine d'années avant qu'on soit vraiment complètement remplacé par des robots. Donc je pense qu'il y a pas mal d'opportunités là-dessus, mais c'est compliqué. Et encore plus en France où bon, on a aussi ça va pas forcément dans le bon sens. Donc Et comment voilà, tu mais non, révolutionnerais parce que là, tu as dit que tu allais révolutionner le monde de la rencontre, donc on attend de savoir comment tu vas faire. non, mais non, j'ai pas dit que je réfléchi. Non, c'est dire que je me dis, non, moi je suis sur le marché depuis 7-8 mois, du coup je reviens sur les apps et tout, et je me dis, putain, mais ça a pas bougé depuis 10 ans, quoi. Non, Enfin, c'est t'as vrai que c'est Tinder fou, parce que nous, ça nous paraît moderne, en fait. Mais c'est plus Ouais. moderne, en fait. Ça fait plus de 15 ans maintenant. Ah non, que mais c'est là. c'est vraiment pourrissime. Enfin, tu vois, t'as Tinder qui a révolutionné le truc avec gauche-droite il y a quoi, ça a 10 ans, 15 ans. 15 Alors, ans, les ouais. mecs, Ouais. maintenant, grâce à lui, enfin, je crois qu'il est responsable, enfin, je sais pas si le bon terme c'est responsable, d'un mariage sur deux aux États-Unis ou 40%. Donc, c'est énorme, bravo. Mais à un moment, franchement, les mecs, faut un peu innover, quoi. Moi, tu vois, je reviens, c'est toujours pareil, c'est salut, ça va et toi? Bon, super, merci. Et donc, non, c'est un univers où je pense qu'il y a un peu il y a des choses à craquer. Donc, est-ce que j'irai là-dedans? J'en sais rien, mais ça me plaît, quoi. Donc, j'y réfléchis dans un petit coin de ma tête. Vous n'êtes pas concernés, messieurs. Maintenant, vous êtes casés. Vous, il y a plus de. Vous êtes loin de tout ça. C'est ça, par contre, on a une discussion plusieurs fois. Effectivement, on a l'impression que tu as atteint une sorte de maximum local maintenant. En termes en français, je sais pas contrée, mais convenience, en fait. En fait, on a atteint un maximum en termes juste de pure convenience, mais c'est pas spécialement efficace, c'est pas spécialement agréable pour la majorité des gens en termes d'utilisation. Donc, il doit y avoir un autre truc. Mais le truc, c'est que si tu recrées l'aspect physique, tu recrées un niveau de friction qui est compliqué. Donc, comment tu gardes ça digital tout en changeant l'expérience? Et en fait, je pense qu'il y a une raison pour laquelle ça fait 15 ans que c'est le même modèle. C'est parce qu'on n'arrive pas à trouver grand-chose qui, en tout cas, à une grande échelle, qui puisse remplacer pour l'instant, quoi. Moi, je Comme pense que c'est une toutes question de les monopole. apps de social media qui gravitent tous vers TikTok, tu vois. Il y a, genre, tout le monde gravite vers le même modèle et finalement, toutes les apps ont gravité vers le modèle Tinder parce que ça a maximisé, je pense, la récompense. Moi, je pense que c'est une immédiate. question de monopole et c'est une question que c'est des boîtes qui sont focus depuis 10-15 ans que sur ce build-up. En fait, ils se rachètent tous entre eux, ils gagnent un pognon fou et du coup, ils n'ont pas besoin d'innover. Et la réalité, c'est que, et moi je peux le dire, tu vois, je suis gay et tu as des applications de rencontres très connues que tous les gays du monde utilisent, où c'est plus des rencontres éphémères, on va dire, mais pareil, ça n'a pas bougé depuis 10-15 ans parce que c'est des cash machines. Et moi, mon avis, et surtout dans le moment où on est, où tu as plein de directions possibles, il y a des apps qui existent qui prennent la direction du live, c'est-à-dire dire en fait les gens maintenant sont trop dans le digital. Je sais pas comment ça s'appelle, les trucs que tu te rencontres tous les mardis, mercredis, enfin c'est des trucs qui cartonnent. Donc c'est en mode ok, on casse l'écran C'est le et truc on des se dîners, retrouve en c'est vrai. ça dont tu Ouais, parles? je crois qu'il y a ce truc-là. Même les mais running clubs, c'est un peu ça, quoi. Les running une clubs. boîte française, ça. ouais. Ouais, mais je crois que, alors, ouais, il y en a plusieurs. Enfin, j'ai vu passer un deck là. En fait, en tout cas, ça, c'est des sujets intéressants. Et à contrario, je trouve que sur le full digital, enfin, l'avantage quand même des applications, c'est que c'est un super accélérateur
de rencontre, enfin, tu peux quand même aller plus vite. Bah, mettons Dial là-dedans. Enfin, quitte à jouer le truc, arrêtons les salut, ça va. Enfin, tu vois, et enfin, tu vois, tu mets ton C'était la CV thèse en avant, quoi. de Stan, c'est qu'il y a deux IA qui se parleront. T'as Bah ton ouais, IA à toi, ton mais autre IA, vraiment. puis, Enfin, tu vois, moi, vas-y, règle-moi mon rendez-vous ce soir et j'ai pas le temps, quoi. Enfin, tu vois, mais à un moment, il va bien falloir choisir entre les deux, quoi. Bien sûr, parce qu'au final, en fait, ce que tu veux, c'est voir des gens, mais il faut que tu passes tout ce temps à filtrer, en fait, tu vois. C'est un peu comme si tu avais une IA de recrutement où tu peux directement avoir Ouais, exactement. l'interview finale avec le candidat versus, le problème, c'est que tu peux pas avoir une interview finale avec tout le monde. Et donc, du coup, tu es obligé de filtrer les gens sur un questionnaire, un test job, etc. Mais au final, tout ça, c'est pas... C'est du travail manuel qu'il faut faire, quoi. Et comme Non, il c'est faut tabou, un même agent si IA moi, dater. moi, il y a très longtemps, moi, dès 2012-2013, je connaissais des gens qui déléguaient leur profil Tinder à des assistants. mais c'est un peu tabou, ça se fait pas trop. Mais si tu pouvais le faire, c'est vrai, effectivement, ils gagnaient du temps, quoi. Avec, Ouais, c'est avec clair. des procédures à suivre, etc. C'était une époque. La rencontre, un autre truc, t'as marqué l'éducation financière. Ah Un ouais, ça domaine c'est qui un truc qui t'intéresse. me... Ouais, alors qui m'intéresse, mais d'abord qui me vénère. Je suis affligé, alors surtout en ce moment, du niveau, enfin c'est une catastrophe, quoi. Du niveau des Français sur juste sur la culture financière, enfin ce que c'est que l'argent, ce que c'est qu'un prêt, ce que c'est qu'une dette, ce que c'est qu'une entreprise. Là, je sais pas si vous avez vu hier, enfin, on a quand même le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale qui sait quand même pas faire la différence entre un flux et un stock. C'est quand même bon, bref, moi je suis affligé par ça, mais il y a un vrai sujet de. Alors, je sais pas où il faut le prendre. Moi, je pense qu'il faut le prendre dès l'école. Et je sais qu'il y a des initiatives qui sont lancées en France, mais c'est un truc qui m'intéresse particulièrement, qui me parle. Et là, c'est même pas forcément dans une optique mercantile, mais là, c'est vraiment, enfin, il faut sauver le pays, quoi. Parce que je me rends compte, même autour de moi, les gens c'est incroyable. en Personne n'a plus, ça compris prendrait qu'on pas n'aura pas trop de de temps, hein. retraite, que c'est juste un Ponzi. Enfin, les gens vont vraiment finir à la rue, quoi. Donc, Je je pense que pense qu'il y a, ouais, il y a tu urgence. pourrais enseigner à un élève de troisième le principe de la dette assez facilement, mais c'est jamais fait. Littéralement, on va donner des cours de sciences économiques et sociales sur Keynes ou je sais pas qui, et on te dit pas, bah, ça fonctionne comme ça, un Ah prêt, non, c'est on ça les t'apprend, on intérêts. t'apprend Pythagore, Ça, c'est Thalès, fou, et hein. personne sait ce que c'est qu'un prêt à la banque, quoi. Mais bon, les profs non plus, donc tu vois, malheureusement, c'est pas de leur faute non plus, tu vois, ils savent pas ce que c'est, donc c'est. Mais je trouve que là, ça devient vraiment compliqué au regard de la situation actuelle, donc il y a un vrai sujet parce qu'on a quand même plein d'atouts en France, il y a beaucoup de choses à faire, on a ouais, quand même l'avantage principal en France, c'est qu'on a un accès au crédit assez facile en vrai par rapport à la plupart des pays sur Terre. Enfin, les Français n'en ont pas conscience, mais c'est quand même dingue d'avoir cette facilité-là. Donc, on peut tous à un moment, même quand on est salarié avec un salaire pas hyper élevé, on peut se construire son patrimoine comme ça et il faut absolument le faire, quoi. Donc, ou alors aller à Dubaï et faire fortune en 3 semaines, mais ça arrive moins souvent. Est-ce que toi, tu comptes voyager un peu en Asie, est-ce que tu vas retourner ensuite à Paris, tu te dis Paris c'est le bon endroit pour créer la prochaine boîte potentiellement, ou tu réfléchis, ou t'es ouvert un peu à tout, Je réfléchis. tu réfléchis. Non, mais j'adore l'écosystème parisien. Après, on a aussi il y a des gros avantages. Moi, j'ai tout mon réseau ici, il y a beaucoup de choses qui se passent ici, mais bon, enfin, ouais, enfin, quand tu vois l'actu, ouais, tu te fais poser des questions quand même. C'est un peu triste, mais voilà, c'est une réalité. Et je pense que je suis pas le seul à raisonner comme ça. Est-ce que tu as J'ai signé reçu une ce, ma- compete avec... j'ai reçu ce matin, tu vois, une invitation pour relancer les Pigeons 2. Je sais pas si ça vous parle, les Pigeons, là, Non, c'est quoi? l'initiative qui avait été lancée il y a 10 ans par les entrepreneurs, bah, pour éviter de se faire tout ponctionner et essayer Et du coup, Et de, ça avait d'ailleurs, été un succès, ça, la première fois, Guillaume, parce que je me souviens d'avoir entendu parler, je me suis dit, c'est un combat Ouais, perdant, ouais, personne ne va avoir de sympathie. réussi. Ok. Non, ils avaient réussi à bloquer quelques lois qui allaient passer, mais là, c'est toujours pareil. Enfin, il y a des trucs qui se passent, c'est juste flippant, quoi. est-ce que du coup, être business angel, tu parlais de devenir business angel potentiellement, est-ce que c'est par vraie volonté ou en fait c'est parce que fiscalement, c'est le seul truc que tu peux faire avec l'argent sans te faire défoncer en niveau taxe beaucoup de gens ne savent pas ça, mais quand tu vends une boîte, tu as des avantages fiscaux si ensuite tu réinvestis dans des boîtes en France. Et donc c'est pour ça que tu as un gros système de start-up en France où ça se réinvestit dans tous les sens parce que potentiellement c'est plus avantageux fiscalement. Ce qui est d'ailleurs pas débile de la part de l'État, hein, il y a une certaine logique à ça. Euh, Ouais, alors pour le coup, non, ce dont tu parles, c'est le 150 au BTR. Donc, c'est un dispositif fiscal qui te permet
de ne pas être fiscalisé sur tes plus-values, notamment dans le cas d'une revente, si tu t'engages à réinvestir 60% de la plus-value en 2 ans. Donc ouais, moi je suis concerné par ça, donc je dois le faire. Après, au-delà de ça, il y a aussi un truc qui fait que ça me fait kiffer d'amasser en des boîtes, aider les entrepreneurs. On va voir comment l'histoire se finit. Je pense que je suis pas sûr qu'à la fin t'es un ROI dingue, mais bon, c'est aussi, faut pas l'appréhender ouais, c'est aussi du kiff, c'est aussi un moyen de rester de rester connecté au business, d'apprendre. Enfin, moi j'adore. Là, j'ai investi dans des univers que je connais pas du tout, et c'est passionnant en fait de rentrer dans ces business-là. Enfin, c'est quand même Et un être au plus d'un coup, c'est que t'as contact d'un accès, entrepreneur qui avance qui avance sa boîte dans un truc, c'est le meilleur moyen de comprendre ce qui se passe, quoi. et même quand tu possèdes 0,1% de la boîte, tu as accès au compte, ce qui est assez fou, tu vois. Donc tu peux voir exactement Ouais. ce qui se passe, comment ça fonctionne, c'est ce business. Tu peux du coup apprendre des dizaines de business qui sont en principe privés et fermés. Et là, tu peux comprendre un peu ce qui se passe, les dessous. Ouais, puis même tu parles au CEO. Enfin, à un moment, moi, c'est le deal, c'est quand je rentre, je veux quand même garder le contact et même si t'as pas forcément le temps de t'impliquer, juste comprendre et apporter ta pierre à l'édifice quand tu peux le faire. Mais sinon, non, juste avoir un peu un flux d'infos, quoi, qui redescend. Et quand c'est des deals comme ça, tu mets combien dans des boîtes typiquement? Oh, bonne question. Bah, j'ai mal sizé pendant J'ai tout mis. quelques opérations. J'ai tout mis dans une boîte. Non, mais tu te rends compte que... Ouais, non, mais vraiment... J'ai plus rien. Là, je commence à gagner, je fais, ah ouais, je dis que ça fait quand même C'est beaucoup, pour ça que je vis en Asie, c'est pas très économie. Non, mais la réalité, enfin, en vrai, c'est un peu dur, mais surtout au moment, enfin, depuis un an, là, où quand même la Startup Nation a un peu du plomb dans l'aile, c'est que tu te rends compte que c'est quand même dur pour une boîte de devenir une cash machine ou de faire un exit. Ça concerne vraiment très, 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 très peu de boîtes. Les histoires se finissent quand même rarement bien. C'est là où en Donc, fait il faudrait avoir énormément de tickets. C'est pour ça que je me pose la question sur combien tu mets, parce que en tant que business angel, tu vas avoir un gros taux d'échec. Enfin, ça c'est normal. Et donc du coup, tu dois être sur combien de boîtes, tu vois, c'est un peu le Honnêtement, débat. moi je l'ai fait sur la première partie de la vente, là où j'ai un peu joué au BA. La réalité, c'est que c'est un vrai sport de riches, mais de riches. Riche quand tu tapes Exavignel, quoi, ou bon, peut-être un peu en dessous, tu vois, mais c'est vraiment un sport, il faut avoir, pour moi, des dizaines de millions en euros pour jouer à ce sport-là, sinon tu perds. Et il faut pas le faire que dans une optique héroïste. Il y a une partie quand même pour aider l'écosystème, il faut l'appréhender comme ça. C'est pas du mécénat, mais pas loin, souvent. Moi, mon point maintenant, c'est de me dire que les fonds font quand même un travail que tu feras, que tu ne pourras jamais égaler. Du coup, moi, maintenant, j'adopte plutôt cette optique-là. Et toi, j'ai mis dans des fonds là où les gars, ils vont passer 80% des decks français. Ils analysent, je crois, 6000 dossiers par an. 6000 et ils investissent à la fin dans 30 dossiers, tu vois. Donc, toi, quand tu as les pauvres, moi, je dois recevoir, je sais pas, moi, 10-15 dossiers semaine. Bon, déjà, j'ai pas le temps de toutes les voir et c'est anecdotique par rapport à ce que c'est non plus, quoi. Ouais, si, t'as quand même. En fait, quand t'es dans le réseau comme entrepreneur, c'est un peu ça la valeur, mais en vrai, c'est faire attention. Et pour répondre à ta question, sizing, moi, c'est entre 10 et 50, j'ai déjà mis plus, mais en fait, faut que je reste dans ces eaux-là pour être bien, quoi. Mais du coup, là, t'es très très early, c'est ça? C'est des gens qui ont une Ouais, idée, par contre, ils ont un produit, ils ont peut-être pas de chiffre d'affaires. Ouais, alors je préfère qu'on ait du chiffre d'affaires quand même, parce qu'il y a des gens qui t'écrivent qui font pas de chiffre d'affaires, j'en ai beaucoup. Ouais. Donc non, je peux dire aux gens, quand vous n'avez pas de chiffre d'affaires, ça n'est pas encore une entreprise, pour moi en tout cas. Donc venez quand vous avez une vraie entreprise. Au moins un client, quoi. Ou 2, ou 3, ou 10, c'est bien. Je dis ça parce que j'ai un peu secoué une CEO là, il y a quelques semaines et je suis halluciné. Enfin, les gens, ils sont là depuis 1 an et demi. Ils font 25 000 euros de chiffre d'affaires et puis ils te demandent de l'argent. C'est normal, tu vois, de financer leur aventure. Là, c'est ça, exactement. Ça, c'est du mécénat pour le coup, mais non, j'essaie de pas faire du mécénat. Pardon, j'ai raté la question, du coup, tu disais quoi? Est-ce que tu peux aussi mettre de l'argent dans des agences ou c'est seulement une start-up? Non, tu peux mettre n'importe quelle boîte sous une certaine taille. Tu peux mettre de l'argent et c'est comptabilisé. Ah ouais, bien sûr. Hein. Ok. C'est ça peut ne pas Oui, techniquement, une agence, c'est pas une start-up. On se dit ça parce que t'as raison. Oui, bien sûr. Ça peut, tu les amènes à la revente de chez Publicis dans 5 ans, quoi. Cette logique, c'est pas plein un peu. Tu sais que je rigole, mais j'ai ce genre de discussion en ce moment et je pense que. Tout le monde est gagnant. Et je pense que je peux aider, ouais.
La Publicis est gagnant, le fondateur d'agence est gagnant, t'es gagnant, tout le monde est content. Ouais, ça a pas de sens. Publicis ou d'autres, mais il s'avère que oui, Publicis, je peux aider. Je lance un appel du coup. Si vous êtes intéressé. Mais bon, en vrai, les agences Il a de françaises, je l'argent. connais quand même pas Il a mal. de Là, c'est l'argent. pas idée. On lance un appel, mais. Ouais. Donc pour les gens qui veulent monter une agence et le revendre à Publicis. Coaching de revente d'agence à Publicis. Ok, C'est ça. c'est très C'est pointu. ça, niche. Une bande de formation. niche. C'est ça. Ok, Paul, est-ce que Ok, tu as un mot de la pour moi, fin ça couvre tout. Ou est-ce qu'on a couvert? Ouais, j'avais la Non, même. bah félicitations, hein, vraiment, Ouais. c'est quand même Ouais, très bien cool. joué. C'est assez fou que, après avoir vendu, tu as eu en plus la merci. motivation, l'énergie pour faire les bonnes actions et passer à encore un nouveau cap juste avant de vendre. C'est quand même assez cool, quoi. Et puis merci du coup aussi à mon mentor, tu vois, du bout du monde, qui m'a aidé il y a quelques années en faisant son petit podcast. Donc on va le dire, c'est Paul, quoi. Enfin, pour les auditeurs qui n'ont pas suivi. Ben oui, mais c'est bien, la boucle est bouclée. Du coup, je te Ouais. dois un resto encore meilleur, Paul, pour la prochaine fois. Ça marche. Parfait. Ok, merci Guillaume. À la prochaine. Merci beaucoup, messieurs. Allez, salut. Merci.